Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Théo Leverger, il est délégué régional des Jeunes Républicains. Il est également responsable départemental des Jeunes Républicains pour l'Ille-et-Vilaine. Il est avec nous ce matin, il est venu de loin en voiture ce matin pour être avec nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. On va parler de politique, comme on le fait chaque matin, au micro de Bretagne 5 matin, et on va parler des choses qui fâchent, alors qu'aujourd'hui on parle de l'ouverture des impôts, en tout cas de l'ouverture pour déclarer ses impôts. Je vais y arriver. Eh bien, on va parler de budget à un autre niveau, puisqu'on va parler du déficit budgétaire de la France et de l'accroissement de la dette de la France qui dépasse allègrement les 3 000 milliards d'euros. Le groupe LR pourrait déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut une dissolution ? Alors tout d'abord, pour remettre le contexte au niveau du déficit, on a un léger souci actuellement avec le gouvernement, parce que le gouvernement actuel nous avait annoncé, lors du vote du budget, qu'on aurait un déficit public à 4,4%, ce qui est déjà énorme et au-dessus des normes obligatoires européennes. Et aujourd'hui, ce même gouvernement vient nous annoncer qu'il s'est trompé et que le budget est en déficit de 5,1%. Ce qui est quand même assez invraisemblable. Demain, si vous faites la même chose en tant qu'association, entreprise ou même sur une mairie, vous avez directement soit le fisc, soit la Cour régionale des comptes qui sera derrière vous pour vous dire attention, là il y a un énorme problème, vous nous avez menti. Le gouvernement, visiblement, lui, ça ne lui pose pas un problème de mentir. On est quand même sur des milliards et des milliards d'euros, voire des dizaines de milliards d'euros de différence. Et surtout, sur un budget, vu que c'est des prévisions qui sont faites, on sait qu'en fonction de la conjoncture économique, on peut avoir un delta de 0,1, 0,2 jusqu'à 0,3%. Ça peut arriver. Mais 0,7%, c'est du jamais vu. Soit ils ont un vrai problème avec leurs analystes qui font des très mauvaises prévisions, mais ça m'étonnerait vu le niveau des fonctionnaires du ministère de l'économie, soit ils ont délibérément menti. Et nous, républicains, on penche plus pour la deuxième option. Donc ça voudrait dire que le gouvernement a menti devant la représentation nationale et a présenté un budget insincère, ce qui est parfaitement illégal. Et à partir de ce moment-là, aux Républicains, nous posons la question d'une motion de censure pour censurer un gouvernement qui mentirait à la représentation nationale. On a vu la colère d'Olivier Marleix à la tribune de l'Assemblée, justement en disant « vous nous avez menti » et en demandant quelque part implicitement aussi le départ de Bruno Le Maire. Mais Bruno Le Maire est comme ministre de l'économie depuis très longtemps. 7 ans maintenant. Oui, depuis le début de l'ère Macron. On n'est quand même pas sur une réussite parfaite de sa part. On pense qu'il a fait son temps, puis en plus quand on ment à la représentation nationale, où il y a un motif légitime de départ. Pour revenir sur la colère d'Olivier Marleix, qui est parfaitement légitime et compréhensible, c'est qu'il gère l'argent des Français. C'est une responsabilité qui est énorme. On a une dette abyssale, colossale, qui a dépassé les 3 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que la dette a dépassé plus de 120% du PIB, ce qui est énorme. Donc là, c'est plus soutenable. Au bout d'un moment, un foyer, s'il est endetté à hauteur de 120%, c'est pas possible. La Banque de France intervient. Et là, la France, on va être coincé. Et il faut aussi savoir que avoir autant de dettes, ça pose deux problèmes. Ça pose un problème de la soutenabilité. Premièrement, ça pose un problème pour les investissements futurs. Mais aussi, troisième problème, c'est que ça impose un problème de souveraineté. Parce que la dette n'est pas détenue que par des Français, et aussi détenue par des personnes étrangères, par les entreprises. Et ça nous met en situation de dépendance envers elles. Donc pour l'instant, on a de la chance, la France est encore plutôt bien classée, mais avec un tel déficit, avec de tels problèmes budgétaires, c'est pas impossible qu'on commence à perdre la confiance des prêteurs et qu'on se retrouve dans pas si longtemps que ça, dans une forme de banqueroute financière. Avec les agences de notation qui surveillent de près la situation et dont on dit qu'elles pourraient prendre, alors des sanctions, je mets les guillemets, en tout cas déclasser la France au niveau de la note qui permet aussi d'obtenir des prêts à des taux plus bas. Donc ça voudrait dire que les prêts seraient un petit peu plus chers à rembourser, là encore, pour ajouter de la dette à la dette. Exactement. Si demain la motion de censure était présentée à l'Assemblée nationale, on a vu que plusieurs groupes ont décidé de s'allier à LR. On a entendu le RN dire qu'il voterait la motion de censure. aussi, et LFI également. Voilà. Ça veut dire que en principe, il y aurait une dissolution et que, en principe, là encore, c'est à la discrétion du président de la République, on pourrait aller vers de nouvelles législatives. Mais tout d'abord, dans la Constitution, quand il y a dissolution, le gouvernement tombe et le président doit en nommer un nouveau Premier ministre qui lui présentera ensuite une liste de ministres qu'il validera.
il n'est pas obligé de faire une dissolution. Et dans la posture dans laquelle est actuellement Emmanuel Macron, il le voit au niveau des européennes, mais il le voit aussi dans tous les sondages qui ont été faits. Lors des derniers sondages qui ont été faits sur des projections de l'Assemblée nationale en décembre 2023, LREM tomberait à une minorité totale. Donc à partir de ce moment-là, s'il veut encore pouvoir gouverner un minimum la France et pas rendre la situation encore plus instable, il ne dissoudra pas. Ce qui n'est pas une bonne chose à faire d'un point de vue démocratique quand son gouvernement tombe devant l'Assemblée. La meilleure des choses est de dissoudre pour reconvoquer les Français dans les urnes et les entendre s'exprimer. Mais vu comment Emmanuel Macron agit depuis le début de ces deux quinquennats, ça m'étonnerait qu'il dissolve. On pourrait aller vers une alternance qu'on a déjà connue par le passé. Mais une alternance avec qui ? Voilà, c'est la question. C'est que personne ne veut faire d'alternance avec Emmanuel Macron. Même Horizon commence progressivement à essayer de se détacher de l'image présidentielle, petit à petit, pour éviter en 2027 de se retrouver avec cette image-là. Ils l'auront toujours, vu qu'ils sont parfaitement tributaires du bilan d'Emmanuel Macron. Alors sur le budget, il y a aussi des économies à faire. On a entendu là aussi Bruno Le Maire ou Gabriel Attal s'attaquer à l'assurance chômage en essayant de grappiller quelques millions par-ci par-là. S'attaquer également, on l'a vu, à la protection sociale et à la gestion aussi, là encore, de l'assurance chômage par les partenaires sociaux. En parlant d'une reprise en main, c'est un terme assez fort. On a l'impression que l'on va chercher l'argent plutôt vers le bas et pas vers les grandes entreprises, les grandes multinationales qui peut-être pourraient participer à l'effort national. Mais ce que le gouvernement fait avec le budget actuellement, c'est ce qu'il fait sur tous les sujets depuis le début, c'est-à-dire plutôt d'essayer de trouver une solution de fond pérenne dans le temps. Il essaye de trouver, c'est du au jour le jour. C'est que du pansement, ça on va essayer de trouver 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, 1 milliard par-là. Il y a aucune refonte. Il n'y a rien qui ne change. On essaie juste de grappiller ici et là. Ce qui du coup n'est absolument pas pérenne, parce que dans le prochain budget, ils se poseront les mêmes questions, puis ils essaieront de retrouver de l'argent autre part. Le gouvernement, s'il veut vraiment faire des économies, il y a un système entier à revoir. Mais dans plein de domaines, dans la fonction publique, sur la gestion même du budget, sur la répartition des fonds alloués, c'est colossal. Les Républicains avaient proposé un contre-budget à l'époque. On pouvait quand même trouver bien plus d'économies que ça, sans forcément s'attaquer aux choses les plus vitales, comme serait la protection sociale. Justement, où il faut trouver des économies, où il faut trouver la solidarité, évidemment, pour ce budget, évidemment. Mais déjà aussi, le truc qu'on oublie de dire, c'est que le budget est en bonne partie financé en fonction de la conjoncture économique. Meilleure est l'économie, plus d'argent rentre dans les caisses de par les taxes, de par les impôts. Donc déjà, si on arrivait à relancer l'économie, sans même toucher à autre chose, on aurait un accroissement des recettes fiscales qui serait colossal. Bon, là-dessus, le gouvernement s'y attaque pas. Ensuite, que ce soit dans les fonctions publiques, autant hospitalières que dans la fonction territoriale, bon, là c'est plus les mairies qui gèrent, mais indirectement l'État qui verse des subventions, ou dans l'éducation nationale, on a énormément de personnel administratif. On le voit, l'hôpital, le système de santé français et le système de santé européen, il y a le plus de personnel administratif. Et pour autant, c'est pas le meilleur non plus en termes de soins. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Sachant que l'hôpital manque cruellement de moyens, il y a peut-être de l'argent à trouver ici. On a pareil dans l'éducation nationale, on a un nombre de personnels administratifs qui est colossal. Donc déjà, sur ces deux postes-là, on peut trouver une certaine rentrée d'argent. Ensuite, on avait proposé de faire une réforme au niveau de l'AME. La transformer en AMU, on pouvait déjà grappiller quelques milliards dessus aussi. Alors l'AME, pour nos auditeurs, c'est l'aide médicale d'État pour les personnes qui arrivent en France sur le territoire français. Ouais, en situation irrégulière. Voilà, alors il se trouve d'ailleurs que le Conseil constitutionnel doit se prononcer aujourd'hui sur les dispositions, puisque LR avait proposé des dispositions qui n'ont pas été mises à la loi, dans la fameuse loi immigration. Voilà. Et donc, c'était une négociation avec l'ancienne première ministre. Du coup, nous, on voulait le remplacer par l'AMU, c'est-à-dire que tous les soins vitaux et sur les maladies chroniques ou les maladies qui peuvent être contagieuses étaient toujours prises en charge. Donc, si demain quelqu'un arrive et par exemple, il a le virus du sida, il sera continué d'être soigné. S'il a le cancer, il continuera d'être soigné. S'il a la rougeole, évidemment. S'il a la varicelle, toujours. Mais c'était par exemple sur des opérations, si demain il doit se refaire faire l'oreille pour de certaines raisons, ou refaire le nez, ou sur des choses qui ne sont pas vitales, on a arrêté de prendre en charge. On sait sur ces choses-là, donc là on avait déjà quelques milliards à grappiller.
Alors on voit que le gouvernement, l'État souhaite aussi diminuer en tout cas les dotations pour les territoires. Exactement. Et donc à savoir par exemple les EPCI ou les régions ou les départements, en tout cas faire des économies, j'imagine que c'est pas la bonne solution. Mais ils le font toujours au mauvais endroit, mais après il faut voir ça dans un contexte plus global. Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a compris qu'il n'aurait pas les territoires. Il a réussi à être élu par défaut, en éliminant la droite et la gauche et en se posant comme le sauveur face aux extrêmes. On voit ce que ça a donné aujourd'hui. Mais il sait qu'il n'aurait pas les territoires, parce que dans les territoires, les partis traditionnels étaient toujours ancrés, en général PS, LR, divers droite, divers centre, divers gauche, mais étaient ancrés. Et du coup, vu qu'il n'a pas réussi à conquérir ces territoires-là, il essaye de les saper. Son seul moyen de pression, c'est financièrement. Et on l'a vu, tout d'abord en supprimant la taxe d'habitation. C'est bien beau de faire un cadeau fiscal aux Français, c'est bien. Le problème, c'est que ce n'est pas lui qui le supporte. C'est facile d'annoncer des mesures quand ce n'est pas nous qui la supportons. Donc il a délégué ça aux mairies. Et en plus de leur supprimer cette rentrée fiscale-là, il leur diminue les subventions. Donc c'est-à-dire que c'est les acteurs locaux qui sont le plus proches de leurs citoyens. La mairie est vraiment l'institution qui est la plus proche des Français et où les Français se sentent le plus investi. On le voit au niveau des élections municipales, c'est l'élection avec les présidentielles où les gens vont le plus se déplacer car ça représente quelque chose. On enlève aux mairies un moyen d'action par leur biais financier, on fait pareil pour les communautés de communes qui gèrent de plus en plus de choses, on fait pareil pour les départements et pour les régions, et dans le même temps on leur demande de faire toujours plus pour suppléer aux carences de l'État, notamment dans les grandes villes en termes de sécurité, vu que l'État est totalement incapable de gérer ça. On demande aux communes de progressivement s'occuper de la sécurité. Alors c'est un domaine régalien, ce n'est absolument pas la compétence des municipalités. Et pour autant, on leur donne pas plus de fonds, non, au contraire, on leur enlève. Alors on va en parler de la sécurité. Un dernier mot sur justement qui rejoint finalement cette réforme du chômage où on va déléguer, on va arrêter les ASS, donc les fins de droit pour les chômeurs qui vont être délégués au département, à savoir par le dispositif RSA. Là encore, c'est une charge supplémentaire pour les départements, pour les collectivités. Mais surtout la grande question, c'est une charge supplémentaire, mais surtout est-ce que les départements auront les moyens proportionnels pour faire face à cela ? Tire déjà sonnette d'alarme certains départements. Donc c'est pas impossible que le gouvernement essaye de faire des économies sur le dos des autres, sur le dos des acteurs locaux, en leur déléguant certaines compétences, mais sans leur en donner les moyens derrière. Ce qu'ils font quand même depuis quelques années maintenant. La ficelle peut casser. Pardon ? La ficelle peut casser à force de l'attendre. C'est surtout la confiance et commence à se rompre. Réellement, David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, a tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. Gérard Larcher, pareil. Ils l'ont dit à plusieurs reprises, faites attention. La confiance commence à être rompue entre les acteurs locaux et les acteurs nationaux. Il commence à y avoir une déconnexion totale. Et en général, ça marche en synergie. L'État peut pas fonctionner sans ses collectivités locales et vice-versa. Je vous avais promis qu'on parlerait de la sécurité. On y vient. La sécurité aujourd'hui, elle est à la une de nos quotidiens, des télévisions, des radios, avec beaucoup de faits divers. Certains parlent de faits de société. On voit aussi que différentes villes, ici, y compris en Bretagne, si on prend le cas de Rennes, de Brest, de Lorient, sont gangrénées par des trafics de drogue essentiellement. Et on a l'impression d'un phénomène qu'on a du mal à endiguer. Là aussi, l'État a abandonné le terrain. Mais est-ce que c'est un fait de société ? Oui, parce que c'est une évolution négative de la société qui est actuellement. Oui, actuellement, on a des vraies problématiques. On l'a vu à Rennes il n'y a pas si longtemps que ça. On a quand même eu une fusillade de 55 minutes en plein quartier du Blône. La police n'a même pas pu intervenir car elle n'avait pas les armes suffisantes pour s'opposer aux trafiquants. C'est-à-dire que c'est le RAID qui a dû se déplacer pour sécuriser la zone. Et rebelote, une semaine ou 2 semaines plus tard, on a une fusillade sur l'autoroute qui a fini au cœur d'un petit village breton. C'est quand même assez phénoménal. On imaginait ça à Marseille, et je l'ai plaint, mais on n'imaginait pas ça à Rennes, c'était impossible. Et on voit... La Bretagne était plutôt épargnée. Était plutôt épargnée pour l'instant, mais elle commence à l'être de moins en moins. On peut remercier et l'État et la municipalité socialiste de Madame Appéré de n'avoir jamais agi, de toujours fermer les yeux là-dessus. Mais on a une vraie problématique, mais c'est partout. En effet, la Bretagne était épargnée, mais on le voit, plus le temps avance, moins il y a de villes épargnées, et surtout ça commence à se délocaliser même dans les petites villes, dans des sous-préfectures ou dans des chefs-lieux de canton, des trucs qui étaient improbables il y a encore quelques temps. Et sur cette espèce de mexicanisation de la France, on l'a vu il y a pas si longtemps à Saint-Avertin, ça m'a marqué parce que c'est la commune où j'ai grandi en Touraine. On a un adolescent de 15 ans qui a été enlevé par 3 jeunes qui sont nés en 2006, faut bien se rendre compte, en 2006, il avait tout juste 18 ans,
ils ont demandé 600 € de rançon. C'est-à-dire que même, que la vie d'un enfant aujourd'hui en France, ça serait 600 €. Il y a ils sont prêts à prendre des risques considérables pour 600 €. Même au Mexique, ça ne se passe pas comme ça. On est quand même sur un fait très très grave. Ils sont complètement déconnectés. Pour eux, ça leur pose pas de problème de prendre leur voiture, d'aller à Troyes, de kidnapper un jeune, demander 600 € de rançon. Et ils sont tellement bêtes qu'ils sont carrément allés au lieu de rendez-vous de la rançon, tous les trois. Donc évidemment, ils se sont fait cueillir, mais ça prouve qu'il y a un véritable problème. Ils ont peur de rien, ni de la police, ni de la justice. Ils pensent que la vie, c'est GTA, c'est un jeu vidéo, qu'ils peuvent tout faire. Donc on est sur un véritable problème. Le problème, comment l'endiguer? Alors il y a le trafic de drogue, il y a ce changement dans la mentalité des jeunes. On le voit, l'actualité de ces derniers jours nous le rappelle, avec ces jeunes qui sont rentrés dans ce qu'on qualifie d'ultra-violence, en tout cas de violence. Est-ce qu'il faut être plus coercitif? Est-ce qu'il faut donner plus de moyens, plus de moyens, je vais y arriver, plus de moyens aux policiers, plus de moyens à la justice? Est-ce que là aussi il faut recadrer, on pourrait le dire comme ça? Pour revenir sur un mot que vous avez dit, vous avez parlé d'ultra-violence. La semaine dernière, à Rennes, on a reçu Vincent Jeanbrun, qui est le maire de La Haye-aux-Roses. C'est le maire où sa maison est attaquée aux voitures béliers en pleine nuit durant les émeutes, et où ils ont essayé de mettre le feu à sa maison, et sa femme et ses enfants avaient dû fuir par derrière pour échapper à ces personnes-là. Et il nous disait que lui, il avait toujours grandi dans La Haye-aux-Roses, dans les quartiers difficiles, et qu'il pensait connaître les jeunes, qu'il pensait... vu qu'il avait grandi avec eux, qu'il connaissait les parents, tout ça, qu'il pensait les maîtriser, qu'il pensait les connaître. Et lors des émeutes, il est tombé d'assez haut. Il s'est dit, mais je m'attendais pas à voir en face de moi... il a employé le mot de barbare, de gang de barbares. C'est-à-dire que des gens qui étaient organisés, qui étaient prémédités. Ça, c'était littéralement prémédité. Il nous a clairement dit que les personnes avaient accumulé des mortiers, avaient accumulé des modes d'organisation, s'étaient entraînés et avaient tout préparé. On n'arrive pas avec une voiture avec les plaques cachées, préparées pour enfoncer une maison du jour au lendemain. Il avait littéralement affaire à des scènes de guerre. Il a carrément dû mettre du barbelé autour de sa mairie. On pensait pas que c'était imaginable en France. Et il a dit que oui, ces jeunes-là étaient tombés dans des formes de gang, mais c'est vraiment que c'est un mot qu'on n'employait pas en France il y a encore quelques temps. De véritables gangs armés qui sèment la terreur, qui sèment la violence et qui n'ont aucun respect ni pour la vie humaine, ni pour rien, qui n'ont pas de morale, sans foi ni loi comme on dit. Et que ça ne dérangeait pas d'attaquer des femmes et des enfants, de mettre le feu à une maison, importe s'il y avait des gens dedans. On l'a vu encore dans les faits divers il n'y a pas si longtemps, poignarder un jeune de 15 ans, ça ne leur pose aucun problème. Ils ont pas ils sont totalement dénués de morale, dénués de toute éducation qui fait qu'on sait qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Le problème justement, c'est l'éducation. Il y a deux problèmes. Les parents sont totalement déficitaires sur ces jeunes-là. Soit parce que en général leur environnement n'était pas non plus spécialement propice, leur fréquentation n'était pas bonne, mais surtout parce que les parents les ont délaissés. On a quand même un certain nombre de parents qui ne s'occupent absolument pas de leurs enfants. Et c'est un phénomène qui devient de plus en plus global. Ils emmènent leurs enfants à l'école, c'est la crèche, donc ils sont là, c'est pas grave. Soit ils travaillent pas chez eux, ils sont tranquillement, soit ils sont au travail, on les récupère à la fin. Et puis voilà, on s'occupe pas des devoirs, on s'occupe pas du suivi. S'il y a un problème avec le prof, on donne pas raison au prof, on donne raison à l'enfant maintenant. Donc les enfants font globalement ce qu'ils veulent, sont totalement lâchés en pleine nature. Et en plus, avec le phénomène des réseaux sociaux, ça amplifie totalement la chose. Donc au niveau des réponses, il y a déjà il y a deux réponses qu'il faut conjuguer ensemble. C'est à la fois une réponse de l'État, mais à la fois une réponse de la société, parce que l'État ne peut pas tout faire tout seul. Si la société ne répond pas à cela, l'État pourra pas réussir tout seul. Donc l'État, de son côté, il a les moyens coercitifs, donc c'est-à-dire avoir plus de présence policière, et surtout derrière avoir une justice qui suit la police. Et surtout, après, derrière, avoir un système carcéral qui suit la justice. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien être condamné 5, 6, 7, 8 fois d'affilée sans jamais poser plus d'1 mois les pieds en prison. Parce qu'il n'y a plus de place. Les maisons d'arrêt sont à plus de 120, 150, des fois 200% de surpopulation. Donc ça, c'est pour le moyen de l'État. Après, ils ont aussi des moyens sur les jeunes qui sont pas totalement perdus. Il y en a qui sont sauvables, entre guillemets. Ceux qui sont repérés, de réussir à les remettre dans la réinsertion et remettre... Donc là, c'est plus l'éducation qui doit jouer, mais aussi remettre au niveau de l'éducation nationale des programmes qui tiennent à peu près la route, de un, et surtout redonner aux professeurs l'autorité qu'il avait en temps. Aujourd'hui, c'est un gros mot, l'autorité, il ne faut plus en parler, c'est un truc de réac, mais même les profs se rendent compte que la pédagogie douce est toujours gentille, tu vois, dans le sens des élèves, au bout d'un moment, ça peut marcher sur une partie des choses, mais au bout d'un moment, ça a ses limites. Et comme toute personne, il faut leur mettre des limites.
Et pour que les gens respectent les limites, il faut que la personne qui leur pose des limites soit respectée et de l'autorité. Ça, c'est la partie de l'État. De l'autre côté, les parents doivent aussi remplir leur rôle, parce qu'une partie des parents ne remplissent absolument plus leur rôle de parents. Ils font des enfants, ils les délaissent complètement. Donc là, les parents doivent, quand on fait un enfant, c'est quand même un acte fort, c'est un engagement sur du long terme en plus, ils doivent bien y réfléchir, et une fois que l'enfant est là, ils doivent tout lui donner pour qu'il grandisse dans les meilleurs moyens, et déjà suivre son éducation, c'est pas son éducation, c'est faire son éducation, parce que l'école n'a pas vocation, même ça s'appelle l'éducation nationale, l'école n'a pas vocation à éduquer les enfants. L'école a vocation à enseigner, pas à éduquer. L'éducation, c'est les parents qui doivent la faire. La politesse s'apprend à la maison, pas à l'école. Et donc les parents doivent apprendre toutes ces bases-là de vivre ensemble, parce que pour vivre en société, c'est la base. Sinon, c'est la loi du plus fort et c'est l'anarchie. Donc les parents doivent absolument remplir ce rôle-là. Et si ces deux choses-là convergent ensemble, on pourra résoudre le problème. Mais si ça vient que de la société ou que de l'État, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il faudra une synergie des deux. Exactement. Des deux. On a aussi des problèmes aujourd'hui récurrents du communautarisme. Alors là encore, il ne s'agit pas de pointer du doigt un tel ou telle religion, mais on a ce problème-là aujourd'hui qui rejoint un peu le vivre ensemble, qui devient difficile. On le voit, y compris là aussi encore à l'école. On l'a vu ces derniers temps. Là aussi dans les faits divers, en particulier à Montpellier. Est-ce que là aussi l'État peut quelque chose, ou est-ce que c'est aussi la société qui doit, j'allais pas se dire se prendre en main? Bah, c'est pareil, ça, la réponse peut venir que des deux côtés. À l'époque, en 1905, l'État avait frappé très fort, et pas forcément avec l'aval de toute la société, on l'avait bien vu en Bretagne, ça avait quand même créé quelques remous, on avait frappé très fort pour mettre fin à l'hégémonie du catholicisme dans la vie publique et dans les affaires de l'État. Aujourd'hui, quand on voit à quel point l'État est faible aujourd'hui, et comment ils ont eu tellement de mal à mettre ça en place en 1905, j'ai quand même des doutes sur sa capacité aujourd'hui à réagir face à cela. Et ensuite, la montée du communautarisme, c'est un fait de société. Donc la réponse peut pas être qu'étatique. C'est une société, mais c'est aussi un fait culturel, un fait religieux. Donc la réponse peut pas être qu'étatique, parce que ça passe par les personnes, pas par des institutions, des choses comme cela. Donc là, il faut absolument une réponse sociétale en face. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a fermé les yeux. C'est ça, c'est ce que beaucoup de gens disent. Oui, bon, on ferme les yeux. J'en parlais encore hier avec une personne et qui me disait, oui, bon, bah, là où je suis, il y a pas trop ce problème-là, donc je ferme les yeux, je veux pas le voir. Mais au bout d'un moment, à force de fermer les yeux, et à force de fuir, de reculer, à un moment, on pourra plus reculer, plus fermer les yeux, plus fuir, parce que ça sera devant eux, devant leurs yeux. Et donc là, la société a quand même un grand rôle, dès qu'il y a des choses, des dérives, le dénoncer, et surtout de le nommer. Parce que on a quand même fait des progrès dessus il y a quand même depuis quelques années. Même le centre aujourd'hui arrive à nommer le problème et à le pointer du doigt. Bon, pas à trouver des solutions évidemment, mais au moins le pointer du doigt. Et une partie de la gauche, pareil. Mais bon, LFI, j'ai abandonné depuis longtemps parce que visiblement ils arrivent ni à rien nommer, ni à rien comprendre, ni à rien voir. Mais une partie du PS arrive aussi à nommer et à visualiser le problème. Une fois que le problème est nommé, on l'a identifié, c'est un peu comme le communautarisme, ça peut être un peu comme un virus, ça peut se propager très rapidement, et si on veut bien lutter contre, il faut bien l'identifier. Une fois que c'est identifié, il faut en trouver les sources, d'où vient le mal, entre guillemets, et ensuite éradiquer cette source. En France, on le voit, le communautarisme donc passe à la fois par un manque d'éducation, de part des parents, mais aussi de par l'école, qui leur apprend non plus un socle de valeurs communes, mais aujourd'hui à créer totalement et uniquement des victimes. Et c'est aussi notre faute, parce qu'on leur a pas donné de repères et de valeurs auxquelles s'identifier. On a victimisé finalement. Exactement, mais il y a encore sur la génération de leurs parents, de leurs grands-parents qui étaient en France, ils arrivaient en France, on leur disait, bon, voici la France, la France est telle valeur, voici les valeurs, ce qu'on a à te donner, ce qu'on a à t'offrir, et ce que tu as aimé en retour, et ça fonctionnait très bien. En général, les parents s'assimilaient très rapidement, donnaient des prénoms parfaitement français à leurs enfants, se comportaient comme des Français totalement lambda. Pareil sur une vestimentaire, et c'est absolument pas de se distinguer. Alors qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, vu qu'ils sont en perte totale de valeur et en perte de valeur et en perte d'identité, essaient de se raccrocher à quelque chose. En général, c'est leurs origines, parce que les origines aujourd'hui, être français, ce n'est plus c'est plus quelque chose qu'on peut brandir sur tous les toits. On l'a bien vu. Donc maintenant, les gens cherchent des origines, mais c'est pareil en Bretagne. Il y a un retour de dire je suis breton, je suis à tête breton, j'ai mon drapeau breton. C'est le même phénomène, vu que les gens s'identifient plus comme français. Ils ont honte de le dire. Il faut trouver une autre chose, qu'on est quand même fiers. Il nous faut tous un phare, quelque chose qui nous guide. Donc des origines. Eux, ils font la même chose.
Donc ils prennent ces origines-là, et en plus de l'origine qu'il y a, en général, il y a aussi l'aspect religieux qui va avec. Parce que en général, on voit l'influence des frères musulmans de plus en plus. Totalement, mais pour finir sur ça, c'est que c'est comme en France, il y a 200 ans, on ne pouvait pas être français si on n'était pas catholique. Les deux étaient quasiment de pair, ou protestants, mais du moins chrétiens. Bon là, c'est la même chose. Pour eux, on ne peut pas être algérien si on n'est pas musulman, on peut pas être marocain si on n'est pas musulman. La preuve, ce sont carrément des pays musulmans. Et du coup, ces deux phénomènes se conjuguent ensemble. Les réseaux sociaux amplifient totalement la chose. On a un nombre d'influenceurs qui se disent musulmans, en général, qui sont assez radicaux sur les réseaux sociaux, donc qui promeuvent les jeunes à faire là-dessus. Et ensuite, on a quand même une pression communautaire sur ceux qui essaieraient de s'en sortir pour les pousser vers ça. Et sur la pression des frères musulmans, oui, il y a une pression qui est assez phénoménale. Mais le gros problème des frères musulmans, c'est que je ne veux pas faire l'amalgame parce que les formations n'ont rien à voir avec ça, mais en termes d'organisation, de constitution, ça pourrait être assez semblable dans le sens où les sociétés assez secrètes, on ne sait pas vraiment qui sont les membres. Et alors, pire, chez les formations, quand ils ont vraiment une structure maintenant avec un organigramme, une adresse, tout ça, les frères musulmans, ce n'est pas ça. C'est vraiment une sorte de cercle officieux. À l'époque, qui a été créé à l'époque en Égypte, et qui sont tellement dangereux qu'ils ont été interdits en Égypte. Et le gros problème, c'est que les frères musulmans, aujourd'hui, ont leur quartier général au Qatar. Et le Qatar essaye de faire la main basse sur la communauté musulmane de France, car c'est une communauté qui est assez importante, et donc en même temps couper la route au Maroc et à l'Algérie, qui pour l'instant contrôle une partie des mosquées, aussi à la Turquie. Et du coup, en faisant main basse sur l'islam de France, en faisant main basse sur les musulmans de France, le Qatar aurait une sorte d'influence énorme en France. Donc c'est aussi en partie leur but, et on le voit sur un financement via souvent une ONG qui s'appelle Qatar Charity, où ils financent un certain nombre de mosquées, en général des mosquées qui sont très vite épinglées. Ils avaient financé à l'époque le lycée Averroès, qui s'est fait couper ses subventions de l'État il y a pas si longtemps, et le contrat a été rompu. Et ils essayent comme ça progressivement de rentrer en subventionnant, parce que comme ils ont pas comme il y a peu de Qataris en France, eux, ils passent par l'argent. On va devoir presque conclure. Alors, pas de souci. Voilà, il y avait un grand sujet. Je voulais vous entendre quand même sur les européennes, parce Dites-moi. que les européennes, voilà, on est dans la campagne, on voit la droite qui s'est lancée dans la campagne. Exactement. Avec sa tête de liste, François-Xavier Bellamy, qui doit reconquérir le terrain qui est beaucoup occupé par le Rassemblement national d'un côté, par Renaissance de l'autre. Est-ce que ça va être difficile cette campagne ? On va pas se mentir, on est un peu coincé entre LRM qui nous a pris une partie des électeurs et le RN aussi. Après, il faut que les Français aient en tête deux choses. La première des choses, c'est que faut prendre un peu d'auteur sur les élections européennes. Ce n'est pas uniquement une élection qui a lieu en France, dans toute l'Europe, comme son nom l'indique. Et sauf surprise, aux prochaines élections, le Parlement devrait être tenu par le PPE, le Parti populaire européen, le parti auquel adhèrent les Républicains. Donc, c'est-à-dire que les Républicains, même s'ils ont que 8 eurodéputés, ils auront plus d'influence au sein du Parlement européen que par exemple le Rassemblement national, même s'ils ont 30 eurodéputés. Donc à partir de ce moment-là, le choix à droite, qui est pour que les idées de droite infusent au Parlement européen, et aussi pour virer von der Leyen, faut le dire clairement, c'est le choix des Républicains. Parce qu'on aura l'influence nécessaire pour peser sur les décisions, alors que le RN n'a absolument pas cette influence-là. Reconquête, c'est la même chose. Et LREM, on l'a bien vu, ça, ils feront la même chose qu'au gouvernement, et encore pire, parce que la majorité Renew, comme ça s'appelle au Parlement européen, est bien plus à gauche que en France. La preuve, ils ont voté à 80-90% pour Glucksmann. Ils font campagne avec le PS. Ça, c'est assez hallucinant. Donc, faut avoir cette première chose là en tête, et surtout la deuxième des choses qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on a, je pense, la liste la plus proche des Français. On a quand même en tête de liste un professeur, en deuxième une agricultrice, et en troisième un général des armées. Donc, je pense qu'on a la meilleure des listes pour représenter les Français. Et c'est là-dessus qu'on va devoir se quitter, ça va très vite, hein, Théo Le Verger. La matinale, vous reviendrez, hein, évidemment, la campagne européenne a démarré. Il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels je voudrais vous entendre. Théo Le Verger était avec nous, délégué régional des Jeunes Républicains, également responsable départemental, toujours des Jeunes Républicains. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Très belle journée. À bientôt. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.